BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, avec de l'eau chaude ou du lait. Profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. Le 14 novembre 2022, mesdames et messieurs, à toutes et à tous, vous tous qui nous suivez des par le monde, merci de nous rejoindre dans la grande tribune de ce début de semaine. Nous parlons de la question sécuritaire, particulièrement l'achat d'armes à qui profite le régime d'autorisation. Vous avez suivi le point de presse du ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. On va essayer de comprendre un peu ce qui se passe autour de cette autorisation d'achat d'armes. On va aussi creuser la question de façon approfondie. On a ici quelques experts dans cette matière. On a également des politiques qui sont aussi intéressés par cette question. À ma droite, le professeur Fidèle Louméa, qui est chercheur dans les sciences de transformation de conflits. Oui. Bonjour et merci de nous faire confiance, professeur Fidèle Louméa. Merci, monsieur Dan. Merci beaucoup, professeur Fidèle Louméa. Professeur Dieni, bonjour, bonjour aussi. Bonjour, messieurs, dames. D'être avec nous. Oui, juste bonjour, messieurs, dames, et puis bonjour juste à mes co-débatteurs. Voilà, juste à nos téléspectateurs. Okay. Monsieur Manix Ienda, qui est cadre du LGD, et il est aussi avocat, juriste de formation. Bonjour, monsieur Manix Ienda. Bonjour et grand merci, Dan, pour l'invitation. Et en même temps, je salue les co-débatteurs, mais aussi le peuple congolais qui nous suit en ce net moment. Vous êtes député de la rue. Député de la rue. Expliquez un peu ce concept que beaucoup ont tendance à ne pas comprendre. Ben, aujourd'hui, vous et moi, nous sommes tous convaincus que le député national à qui le peuple a confié le mandat de le représenter valablement au niveau du Parlement, ces députés-là se sont désolidarisés avec la rue, ces députés-là se sont désolidarisés avec les déshydratats de la population congolaise. Aujourd'hui, le peuple congolais n'a plus de représentants, le peuple congolais n'a plus de défenseurs, raison pour laquelle moi je choisis de porter cette charge, cette responsabilité que je considère comme sacrée, c'est un sacerdoce, de défendre la cause de Congolais vulnérables, des citoyens lésés, des Congolais opprimés, porter la voix de sans voix, être la bouche des bouches qui n'ont pas de bouche. Et donc, j'ai accepté cette responsabilité parce que c'est dans la rue qu'on entend les vrais problèmes du peuple, c'est dans la rue qu'on entend le cri
du peuple. Et donc, ce travail-là, c'est un travail que je dois faire avec beaucoup de responsabilités, de la moralité, mais aussi de l'éthique. Et aussi, en tant que député de la rue, je dois être capable de proposer une offre politique de qualité et dire à notre peuple, plus question du tribut, plus question de polo. Si nous avions voté la tribu lors des élections de 2023, nous devons savoir que lors des élections de 2023, en 2018, nous avions voté la tribu, nous avions voté le polo, et que ces choses n'ont rien apporté en termes de progrès de notre pays. Et lors des élections de 2023, nous devons choisir la compétence. Merci beaucoup, Monsieur Manix Iena. Voilà, je donne la parole à chacun. Je ne sais pas si parmi nous, il y a quelqu'un qui a un biscuit, comme on dit, une question d'actualité à commenter. Vous avez un biscuit, Bien évidemment. Hein. Tout naturellement. Allez-y. Oui, en fait, moi, je suis de la Tchango, singulièrement de la commune de Kimbanteke. Là, chez nous, en fait, on est vraiment abandonné à notre triste sort par le gouvernement tant national que provincial. Nous sommes une commune urbano-rurale. Il y a vraiment des réalités multiples. On a des têtes d'érosion un peu partout. Nos voies sont complètement délabrées. Là, vous prenez juste la route Nzoko jusqu'à Bouma, là où résidait l'ancien Premier ministre Gizenga, abandonné. Vous savez, c'est la route Mokali. La route Mokali est juste la route Kimbanteke. Vous savez que Kimbanteke est aujourd'hui la plus grande commune et en termes pratiquement d'habitat. Hein, donc la commune la plus peuplée. Hein, et qui connaît aujourd'hui une croissance démographique vraiment exponentielle avec plus de 5 ou 4 millions. Hein, mais aucun ouvrage d'intérêt général. On n'a pas de voies intermédiaires, on est pratiquement vraiment abandonné. La SNEL aujourd'hui vous amène un transformateur, mais ne sait pas pratiquement juste le mettre en service. Toute une population qui vit à Kinshasa, mais dans des conditions de précarité inexplicables. On ne sait pas si Kinbopeto fonctionne sérieusement ou s'il y a réellement ces programmes-là Kinbopeto, parce que chez nous, les déchets plastiques inondent pratiquement notre espace. Le bourgmestre Messier, je ne vais même pas citer son nom ici, parce qu'il fait preuve, je dirais, d'une incompétence vraiment criante, hein, un gars qui ne maîtrise pas les réalités locales, sans faire vers local, il est là à la tête de notre très chère et belle commune. Il est là, il ne fait rien, il ne maîtrise la plus grande en termes de superficie. La troisième. Après Yamaluku, Mongafula et Kimbanteke. Mais en termes de démographie, c'est la commune la plus grande commune, la plus peuplée de l'Afrique centrale. Mais nous avons aujourd'hui un bourgmestre qui ne maîtrise pas les réalités locales, qui vient de l'Europe. Donc, comme le régime nous a habitués à des gens soutenus, parrainés par, sans tenir compte de vraies réalités, ça pose problème. Or, nous parlons de la décentralisation. Le développement local n'existe que là où il y a participation effective de la base. Okay. Mais une fois la base exclue, c'est ce qui se passe avec les projets, les 145 territoires. J'ai dit aux gens, ça c'est les top-down, hein, où tout est concis à la tête, au sommet, sans tenir compte des réalités locales. Un tel projet n'aboutira pas aux résultats escomptés, parce que le Bunaganda, Rutshuru, Rubembo n'ont pas les mêmes besoins. Chaque espace a ses besoins spécifiques et particuliers. Donc voilà un peu. Merci beaucoup. Monsieur Manix, je vous donne tantôt la parole. Vous avez pas une question, Monsieur Manix? Moi, en tant que député de la rue, je voudrais présenter notre vision qui s'intitule, d'ailleurs ça correspond même avec les plaidoyers que vient de faire le professeur tout à l'heure par rapport au développement des communes, parce que nous aussi, nous avons une vision en termes de gouvernance locale, et notre vision s'appelle le rêve communal. C'est-à-dire, en tant que député de la rue, nous sommes en train de voir comment on peut impacter en termes de développement l'environnement dans lequel les citoyens congolais qui vivent dans une avenue, dans un quartier et même dans une commune puissent sentir effectivement le développement au travers le service rendu par le bureau du quartier, pourquoi pas par la commune. Et nous avons même démontré que c'est possible avec notre vision de mobiliser pour chaque commune un budget de plus de 500 millions de dollars. Déjà même la loi sur la gestion des entités territoriales. Pour chaque commune. Pour chaque commune. C'est vraiment possible.
Vous allez même vous rendre compte que dans chaque commune, déjà même la commune, dans son statut d'entité territoriale décentralisée, dotée de la personnalité juridique, et donc chaque commune a une autonomie de gestion, tant sur le plan administratif que sur le plan financier. La commune prélève de taxes sur les unités économiques qui se retrouvent au niveau de la circonscription administrative communale, les marchés, les églises, les boutiques, les pharmacies, les salons de coiffure, les restaurants, etc. Encore que la commune, comme ETD, a droit aux 10% venant de la Caisse nationale des péréquations, même si ça ne se fait pas dans notre pays. Mais au-delà de ces ressources traditionnelles de la commune, je ne cite même pas les formalités administratives et civiles, la célébration de mariage, la carte de perte d'identité, carte de naissance, acte de décès et même les numérotations, enfin les plaques de numérotation des avenues, ça génère de l'argent. Et encore que dans l'achat de chaque parcelle vendue au niveau de la commune, il y a une rubrique financière qui va vers les trésors communaux. Ça, ce sont des ressources traditionnelles de la commune. Mais la commune peut aussi avoir ce qu'on appelle les ressources exceptionnelles de la commune, notamment les contrats de développement avec, par exemple, le FMI. La commune peut faire un contrat de développement avec la Banque mondiale. La commune peut faire un contrat de développement avec la BAD. Question d'avoir une vision de gouvernance locale à la base et avoir aussi une capacité managériale de gérer les ressources propres pour la commune. Mais au-delà de cela, parce que ces ressources doivent être canalisées, c'est comme ça que nous proposons la création de guichets uniques dans chaque commune. C'est pour des raisons d'orthodoxie des finances publiques locales et de rationaliser la dépense de la commune. Toutes les recettes qui entrent, on le canalise dans un guichet unique et ça nous permettra même d'évaluer en termes de ressources l'argent que nous avons tout au long de l'année pour présenter un budget communal affecté selon le besoin de la commune. Et après avoir canalisé ces ressources, il est fort possible que la commune puisse créer ce que moi j'appelle les écoles communales dans chaque commune, les hôpitaux communaux. La commune peut doter à chaque quartier des ambulances médicalisées, les camions anti-incendie. Et même sur le secteur de l'éducation, la commune peut organiser ce que moi j'appelle en tant que député de la rue, une bourse communale. C'est-à-dire les lauréats de la commune peuvent avoir droit à une prise en charge assurée par la commune. La commune peut avoir de bus communaux. La commune peut créer des salles de spectacle qui génèrent de l'argent pour le développement de la commune. Mais pour y arriver, il faut avoir une vision de gouvernance locale à la base. Et notre rêve s'appelle le rêve communal. On aura un ample cadre où nous allons nous échanger avec les autres aspects pour le développement de la commune et je pourrai l'expliquer avec beaucoup de détails. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Manu Tsienda. Je pense que c'est un projet vraiment qui vraiment, en tout cas, attirant, qui semble très très beau. Je pense qu'avec avouer ces genres d'idées, ça sera vraiment une très très bonne chose. Parce qu'en ce moment, Dan, une seconde, s'il vous plaît, oui. Il est très difficile pour que le Congolais qui vit dans une avenue, dans un quartier, de sentir que l'État existe. Comme preuve, vous habitez dans une avenue, vous habitez dans un quartier. Si vous voulez sentir la présence de l'État, ne serait-ce que dans votre avenue, tout comme dans votre quartier, je crois que le cadre référentiel serait les bureaux de votre quartier. Or, quand vous accédez dans le bureau de votre quartier, c'est alors que vous allez vous rendre compte que l'État congolais n'existe pas. L'État congolais est mort. Non, l'État, c'est même cette base-là. Hein. L'État, c'est la base. C'est au niveau local que l'on sent l'État. Mais si l'État n'existe pas à ce niveau-là, on peut pratiquement une descente à plusieurs dimensions où l'État n'existe qu'au sommet. Mais vous aurez du mal à palper du doigt les développements. Il n'y a pas de développement sans participation locale. Il n'y en a pas. D'accord. Merci beaucoup. La question qui nous réunit ici, c'est la question de la sécurité dans la partie orientale de notre pays. Notre pays est touché par une guerre qui date de plus de 20 ans, presque 30 ans, certains disent. Alors on va essayer de comprendre cette question sur un aspect particulier, mais on peut s'étendre sur d'autres aspects. Il y a ce régime d'achat d'armes. On va se poser la question, à qui profite le régime ? Et on va essayer justement d'aller en profondeur sur d'autres questions liées à ce sujet. Professeur Fidèle Louméa, je vous donne la parole en tant qu'expert, c'est ça? Expert dans les domaines de transformation des conflits. Vous avez diligenté beaucoup de missions au niveau national, c'est ça? Au niveau international, je crois bien. Alors, quelle est votre lecture de cette question particulière?
Merci, Monsieur Dan. Je voudrais lier à cette question ce que mes prédécesseurs l'ont dit. Vous prenez ce que le frère Manix a dit. Manix Yenda. Pour arriver au sommet, c'est là la base. Et le professeur Eddy l'a bien souligné. Vous apprenez la gestion macro à partir des micros. C'est-à-dire la commune est la porte d'entrée dans la gestion des grandes affaires de l'État. Parce que vous avez appris à gérer les avenues, comme il a bien souligné, spécifiques détails. Et pour joindre à la Bible, quelque part, quelqu'un dit dans la Bible, si vous apprenez à gérer ce qui est peu, quand on vous donne ce qui est grand, vous le gérez. Parce que vous gérez l'État avec des spécificités communales. Tu vois? Donc, maintenant, quand vous arrivez à gérer les armes, c'est les armes de l'État. Et c'est les armes qui vont dans des communes. Les gestionnaires, la finalité de cette gestion-là, c'est que les gens, à la base, ici, dans les communes, sur les avenues, doivent sentir que non, mais on a reçu, on a notre argent collecté au niveau des communes est parti au niveau de la caisse de péréquation. Et puis la caisse de péréquation a retourné cet argent au ministère de Défense, pour que le ministère de Défense puisse avoir les moyens d'acheter ce dont l'armée a. Parce qu'il a devant lui un état de besoin que le ministère de Défense a déposé. Et cet argent vient de partout, notamment des communes. Donc, ça c'est déjà le cadre de réflexion. Que la commune, la base, donne au gouvernement. Le gouvernement répond aux besoins des entités comme l'armée. Alors, maintenant, ce qui se passe ici au niveau des achats d'armes, si Kinshasa a été suspendu ou pas, il y a d'abord, nous sommes avec vous êtes journaliste, le problème de l'information, qui est contradictoire. L'ONU nous dit une chose. Depuis le mois passé, je crois, le représentant de l'ONU, du secrétaire général à Kinshasa, est venu et n'a pas mâché les mots. Il a dit, et celui-là aussi de l'Union européenne, il a dit que non mais Kinshasa, le Congo, n'est pas frappé par les questions de suspension d'achat d'armes. Ce dont nous avons frappé, c'est les miliciens. Une entité connue, et nous l'avons suspendu parce qu'il y a divagation d'armes. Et nous savons depuis longtemps, les armes, la guerre à l'Est ou dans le Grand Lac évolue et est soutenue parce qu'il y a beaucoup d'armes en divagation. C'est tout le monde qui a accès d'armes. En 2006, quand je faisais la ronde à l'Est du Congo et dans le Grand Lac, je revenais du Burundi, vous pouvez acheter des armes quelque part sur le marché dans un des pays là, je ne cite pas le nom. Avec $100, vous avez les AK-47. Donc, ça a commencé depuis longtemps. Personne ne contrôle les achats et ventes d'armes dans cette région-là. Alors, on va poursuivre avec un deuxième intervenant, le professeur Eddy. On vous pose la question sur cette même thématique. Achat d'armes, à qui profite le régime d'autorisation? On veut un peu comprendre ce mécanisme-là. Merci pour la question. D'abord, la pauvreté congolaise produit de richesses de milliardaires, de millionnaires au monde. Aujourd'hui, le Congo est dans une sorte de complicité, je dirais internationale et interne. On vient de très loin. On vient de très loin. Vous savez, le Congo, juste sous l'indépendance, a connu des temps très difficiles, a perdu plus de 15 millions de ses enfants, juste à cause tout simplement de l'essor de l'industrie pneumatique. C'est comme ça qu'on va parler de morts en cascade à Maïndombe, Équateur. La révolution, juste, je dirais, le mercantilisme européen va créer encore des rébellions, de morts, tout ça au Katanga et au Kasaï.
et ailleurs, je crois bien, après l'indépendance. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte un peu particulier où les États-Unis qui se considèrent comme étant maîtres du monde, après la perestroïka, ils ont compris qu'ils devraient changer le leadership de notre sous-région en fonction de la menace. Parce que pendant la guerre froide, l'URSS constituait une menace. C'est comme ça que face à cette menace-là, certains États africains juste de la sous-région, de notre sous-région, et s'inscrivaient derrière la Russie. Donc l'État congolais ou la RDC, les Zaïre à l'époque, était le seul grand État pouvant permettre aux États-Unis d'assurer pratiquement la sécurité et pour sa survie dans notre sous-région face à cette question, à cette menace russe. Après la perestroïka, c'est pratiquement les rôles changent de main. Le rôle reste, mais juste le leadership change de main. C'est le Rwanda qui est choisi. Donc le Rwanda et l'Ouganda. On sait ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je dis, ceux qui veulent mettre la main sur nos ressources, nos richesses de l'Est, parce que le monde étant aujourd'hui dans une phase très complexe, nous sommes maintenant dans la révolution numérique, dans la révolution digitale avec les NTIC. Et pour en avoir, c'est pratiquement toutes les matières qui accompagnent cette révolution, vous les trouverez dans la partie orientale de la RDC. Ouais. C'est comme ça que le multinational, en complicité avec leurs États, ont pris l'option de déstabiliser cette partie. Mais je dis cette déstabilisation est faite en complicité avec deux Congolais, des acteurs internes. Je ne vais pas vraiment entrer dans ce que nous avons connu avec les Rwandais. Mais non, l'ONU qui n'est qu'un sous-traitant, un instrument entre les mains des États-Unis. Parce que là, je m'inscris encore dans la théorie... L'ONU, et vous dites qu'il est sous-traitant des... Sous-traitant, un instrument entre les mains des États-Unis. Là, juste, cela me ramène dans la théorie de centre métropolitain, métropole et pratiquement la périphérie. Donc, si vous inscrivez dans cette philosophie, vous allez vous rendre compte que la France et la Belgique, que l'on cite très souvent, sont pratiquement des centres, ce sont des métropoles de la RDC. Parce que la France a un droit sur nous, celui de préemption. La Belgique fut notre colonisateur. Et les États-Unis constituent pratiquement, ce sont pratiquement de maîtres à penser. Ce sont des centres métropolitains. Ou c'est les États qui sont pratiquement notre centre métropolitain. Toutes les grandes décisions viennent des États-Unis. L'ONU, c'est un instrument entre les mains, je dirais, des vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà pourquoi l'Allemagne, qui est une puissance plus que la France, est exclue de cette aventure-là. Je ne sais pas si vous me comprenez. 5 pays membres permanents. Les 5 pays membres, donc le vainqueur de la Deuxième Guerre mondiale. Et entre ces vainqueurs-là, il y a un vainqueur qui s'est présenté, en fait, qui règne aujourd'hui à maître des États-Unis, les États-Unis d'Amérique. Et aujourd'hui, le monde vient de connaître encore des changements très profonds, parce que le monde n'est plus monopolaire, le monde est devenu multipolaire. Donc là, vous voulez expliquer pourquoi nous sommes... Oui, le monde multipolaire, il y a encore la renaissance de la Chine et de la Russie. Okay. Et de l'autre côté, vous avez les États-Unis qui se battent pour maintenir son leadership. Et c'est comme ça que pour ces gens, ils doivent paralyser. Paralyser, c'est juste vous mettre dans un régime d'autorisation, avant d'obtenir les armes, pour vous fragiliser. J'ai suivi avec attention la lecture de ce représentant de l'ONU qui a dit que non, le Congo n'est pas sous embargo. Le représentant du comité des sanctions. Oui, le Congo n'est pas sous embargo. Oui, il dit quelque chose de son contraire. Nous sommes sous le régime d'autorisation. Nous sommes sous le régime d'autorisation. Allez-y vérifier. Lorsqu'on parle de l'embargo, c'est juste le refus ou soit la restriction. Ça fait partie de l'embargo. Le fait de réduire vos marges pour y accéder. Bon, le régime d'autorisation, c'est encore, je dirais, un régime intermédiaire. Mais il y a possibilité pour des acteurs stratégiques de contourner l'embargo.
Je peux vous citer juste de nombreux États qui ont eu à contourner l'embargo. Mais cet embargo, c'est pratiquement un stratagème pour la communauté internationale des États-Unis et à pouvoir déstabiliser, affaiblir la RDC enfant de mettre la main sur ses ressources. Là, vous êtes dans les propositions pour essayer de trouver une solution par rapport à ça. C'est une très très bonne démarche. Mais je pense que je vais revenir à vous pour que vous me donniez des propositions pour que nous puissions comment faire face à cette question. Là, nous sommes au niveau encore des préliminaires. Monsieur Manik Sienda, votre lecture de cette question, quelle est votre lecture de cette question? Merci beaucoup, Dan. Je voudrais d'abord poser un tapis réflexionnel sur la notion de l'État, ou la question de l'État, parce qu'on parle de l'État congolais. Vous savez, Dan, lorsqu'on parle d'un État fort, j'aime d'ailleurs la définition de Max Weber, qui définit l'autorité de l'État comme la capacité d'un État à imposer sa volonté à l'égard des États tiers. Et lorsqu'on parle d'un État, la capacité d'un État à imposer sa volonté à l'égard d'un État tiers. C'est comme ça qu'on parle de grande puissance. Si les États-Unis sont considérés comme l'une des grandes puissances mondiales, c'est parce que les États-Unis essayent d'imposer son veto politique à l'égard de tous les États qui, à son avis, paraissent des États faibles. Alors, pour qu'on parle d'un État fort, il faut qu'il y ait quand même 3 indicateurs de base. Un État fort, c'est un État programmateur. Un État fort, c'est un État producteur. Un État fort, c'est un État protecteur. Je reviendrai peut-être avec détail pour expliquer les différents compartiments de l'État tels que présentés. Deuxièmement, je voudrais parler de la mission de l'État. Au-delà de la mission providentielle, l'État a comme mission majeure la mission gendarme. Et c'est dans la mission gendarme que l'État a le monopole d'imposer l'ordre dans la société au moyen de sa contrainte publique. Et l'État utilise effectivement sa contrainte publique pour d'abord imposer les règles établies, les lois de la République, la Constitution, et cela se matérialise par l'implication de nos parquets, donc le pouvoir judiciaire. Deuxièmement, l'État impose sa contrainte au public pour protéger les populations, l'intégrité territoriale, mais aussi la sûreté de l'État, et cela se fait par l'armée et la police nationale. Troisième leçon, c'est celle relative à la souveraineté de l'État congolais. Encore que sur cette notion de la souveraineté, il faudrait la voir dans une parallaxe binoculaire, parce que la souveraineté de l'État n'est pas à confondre avec la souveraineté dans l'État. Lorsqu'on parle de la souveraineté de l'État, c'est la force de l'État au sein de la circonscription territoriale. Mais lorsqu'on parle de la souveraineté de l'État, effectivement, il s'agit de la reconnaissance de votre souveraineté dans les concerts des nations. Ici, les cas sous examen, l'organisation internationale qu'on appelle l'ONU. Puisque nous sommes dans l'ONU, principe des bases, on le sait, égalité entre États. Même si l'exception, c'est par rapport aux États qui imposent les vétos, ce qui justifie effectivement les tempéraments à ces principes-là de l'égalité. Mais donc, la souveraineté de la RDC au sein de l'ONU, sur base du principe de l'égalité, n'est pas supérieure ou inférieure à la souveraineté belge, ou encore à la souveraineté française, ou des États-Unis, et j'en passe, parce que la RDC, comme un État, c'est un État souverain et un État indépendant. Là, en termes de principe. En termes de principe. Alors, on revient sur cette question d'embargo, ou d'achat d'armes. D'achat d'armes. D'abord, au niveau de l'ONU, il y a un organe, le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui régule effectivement le principe, qui contrôle les États membres et qui dégage des sanctions en cas de non-respect de ces principes. La RDC, malheureusement, lorsqu'on entend les politiques congolais, ils disent que nous sommes sous un embargo. Au sens strict, la RDC n'est pas sous un embargo. L'embargo a été retranché depuis 2001. C'était suite au comportement politique et diplomatique de M. Laurent Désiré Kabila, avec l'implication de l'armée conventionnelle congolaise qui avait aussi créé autant de bavures. Conséquence logique, nous avions été frappés. Et en 2008, nous avions quitté du régime de l'embargo
pour aller vers un régime de notification préalable d'achat d'armes. Il y a eu même une résolution qui a été dégagée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, de 2008 à 2022, et d'ailleurs, il y a eu une récente résolution, la résolution 2641, où l'on a plaidé pour la RDC, parce que la RDC avait formulé une demande dans le sens de la suppression totale de ces régimes de notification préalable d'achat d'armes. Et donc, la RDC aujourd'hui est dans ces régimes-là. Mais non, ces régimes, en réalité, n'intéressent pas la RDC de manière directe, mais plutôt les firmes qui fournissent, qui vendent leurs armes à la RDC. Et qu'est-ce qui a été dégagé comme principe? Avant de vendre les armes à la RDC, vous devez avoir l'autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies. D'accord. Or, dans la résolution 2641, on a accordé à la RDC la possibilité d'acheter de manière directe seulement les armes lourdes. Seulement les armes lourdes. Mais pour ce qui concerne les armes légères, la RDC ne peut pas acheter sans en avoir cette notification préalable au sein de l'ONU. Parce qu'on sait que c'est avec des armes lourdes que le groupe rebelle achète à de nombres inquantifiables et que ça renforce davantage des rébellions dans les différentes parties de la RDC. Pour vous relancer un peu, quand vous le suivez, Christophe Lutundula, le ministre des Affaires étrangères, qui dit « Celui qui nous combat le M23, il a déjà trouvé les armes qui sont achetées à travers le monde, sans déclaration, sans quoi que ce soit. » Est-ce que ce n'est pas une façon de nous affaiblir? Mais moi, je ne pense pas que le ministre d'un secteur aussi important comme celui de la diplomatie pouvait faire un aveu d'irresponsabilité à ce point. Lorsqu'on parle de la question diplomatique, très généralement, le gouvernement congolais n'évoque pas la question de la défense, le volet défense, parce qu'il y a un modèle de diplomatie de défense qui n'est pas à confondre avec les traditionnalismes politiques des diplomaties politiques, dans le sens des relations diplomatiques entre les États. Mais lorsque nous sommes dans une question de diplomatie de défense, il faudrait faire recours aux experts. Le professeur est là. C'est un expert, c'est quelqu'un qui a une certaine connaissance, maîtrise dans ce secteur, et vous intégrez dans votre politique diplomatique les différentes intelligences pour lors de lobby. Parce que là, c'est une question de lobby. Il faudrait que la RDC soit à même d'imposer son veto politique dans l'ONU. Mais pourquoi le Rwanda est soutenu par les États-Unis d'Amérique? Pourquoi le Rwanda est soutenu par la France? Merci beaucoup. Pourquoi le Rwanda est soutenu par toutes ces grandes puissances et pourquoi pas la RDC? Merci Donc, beaucoup. Conclusion simple, la diplomatie de la RDC, elle est faible. Et donc, il faudrait renforcer notre levier diplomatique parce que la diplomatie se mesure par des résultats. Il faut des résultats clairs qui vont mettre la RDC dans une posture de force et non un État plaintif. Merci beaucoup, Manix. Professeur Fidèle Loméa, on revient vers vous. Comment pouvons-nous comprendre ces déclarations du ministre des Affaires étrangères qui déclare que la RDC est en train d'être fragilisée au regard des États ou des agresseurs d'M23 qui n'ont pas, le Rwanda notamment, qui n'a pas de régime d'autorisation. Est-ce que, quelle est votre lecture de cette déclaration du ministre, du patron des Affaires étrangères? Dans ce qui me choque un peu ici, c'est que je suis pacifiste, pas de guerre, si cela ne dépendait que de nous et de l'organisation dont nous venons. J'enseigne la paix et je suis en train de discuter des armes. Donc ça contredit toute ma théorie pacifiste. Mais donc, je me dis, avant de... Parce que ce que nous subissons ici, ce que le ministre a dit, c'est une conséquence d'une mégestion de toute la question de l'Est du Congo. On ne devait pas arriver là-bas si on avait fait des plannings, des préventions, des leçons apprises de la fin de la guerre du M23. On a gagné le M23. Ça devait être les Yangalala et puis on danse Ndombolo et tout se termine là-bas. Aujourd'hui, la gestion actuelle, le manager, les gestionnaires se dit toujours quelle est la leçon apprise de cette victoire du M23. Parce qu'on devait prévenir ce qui se passe maintenant. Et ne pas discuter même la question d'armes, parce que nous
nous discutons la question d'armes, d'autorisation ou pas, dans le contexte de la résurgence du M23, qui devait être à la fin de 2012 une question résolue une fois. Qu'est-ce qu'on a manqué là-bas? On a manqué l'opportunité de mettre les suivis de l'intelligence. Après avoir défait le M23 en 2000... Il fallait créer des commissions de suivi, une entité de suivi. Parce que vous avez l'intelligence que nomme cette institution militaire qui s'est créée, ce mouvement armé peut ressurgir. Alors, les leçons apprises de la guerre, de la victoire de M23, nous regardons pourquoi le M23 est là. Évidemment, il y a des programmes qu'on a mis, le DDRC. Mais maintenant, en termes d'intelligence, les frères ont parlé de ça. Quelle est la commission ou le comité de suivi de M23 qu'on a mis en place? Qui est là pour suivre les leaders? On a mis en place le mécanisme de DDRR, démobilisation. Ça, c'est pour la démobilisation. Mais maintenant, les acteurs de M23, les leaders de M23, qui les suivaient? Parce que ça, ce sont des gens qui sont assoiffés du pouvoir. Ils peuvent revenir. Une entité ou bien une rébellion, quand elle est défaite, bon, vous mettez les gens qui les suivent pour suivre les mouvements. C'est ça l'intelligence. L'année, ça devait être leur travail de collecter l'intelligence. Qui part où? Makenga ou Makenga, le leader, il n'est pas rentré, il a fui. Tous ces gens qui ont fui, qu'est-ce qu'on a fait avec eux? Qui les suivait pour capturer l'intelligence? Il va où? Il visite qui? C'est comme ça que nous avons manqué cette opportunité de mettre une fois pour toutes les M23 hors d'état de nuire en collectant le mouvement pour que l'armée, la défense, les services d'intelligence militaire puissent savoir que non mais... Là, vous parlez de la défense au niveau du suivi de... Oui. Il fallait mettre un comité de suivi des leaders de cette... Vous êtes un pacifiste, mais ceux qui privilégient simplement l'option militaire pour dire, bien voilà, c'est grâce à l'acquisition du matériel militaire que nous pouvons faire respecter la RDC au niveau national et même international. Oui. Mais, Dan, nous avons la Suisse. Elle n'a pas de militaire, mais elle vit. Donc, l'option, ce qui se passe pour aujourd'hui, avec cette autorisation, c'est... C'est pas une injustice. Non, c'est-à-dire c'est une conséquence de la mégestion, de la réussite de 2023, de 2012, de M23. Tu vois, parce qu'on ne devait pas arriver là-bas si on avait créé une gestion de la réussite du M23. On ne devrait pas parler d'achat d'armes parce que ça c'est normal, ce sont les responsabilités d'un gouvernement. L'autorisation, dans le contexte que nous les discutons, on voudrait échapper à la question profonde qui doit être répondue. Qu'est-ce qu'on a fait après 2012 en ce qui concerne la gestion de la réussite du M23? Donc le gouvernement ne veut pas se plaindre comme l'a dit... Elle ne doit, parce que ça c'est la goutte qui vient de verser le vase. Mais s'il y avait cette commission-là, c'est-à-dire que cette commission, à base d'informations qu'on vous donne, devait venir travailler sur le planning et la prévention, de dire, écoutez, nous avons vu le mouvement de Makenga et tous ces leaders-là, tout le temps, ils sont chez tel monsieur. Qui est ce monsieur-là? Et collecter l'information sur le monsieur, on devait attraper qu'ils sont en train de négocier avec monsieur X qui travaille... Merci. Qui a des connivences avec les armes. Merci beaucoup. C'est ça la planification, c'est ça la prévention. Merci beaucoup. Professeur Diène, je vous pose aussi cette question. Le Rwanda est accusé d'être le parrain naturel du M23. Le Rwanda, on sait, n'a pas de régime d'autorisation. Le Rwanda peut importer des armes comme il le souhaite. Voilà, la question que je demande, est-ce qu'il n'y a pas... Les Nations Unies ne sont pas complices de cette guerre dans l'Est? Oui, il y a une forte complicité pratiquement des Nations Unies et leurs parrains qui veulent la paix, préparent la guerre. Je crois bien, nous devons juste quitter. Bon, moi, je respecte bien l'opinion du professeur qui s'inscrit dans
dans un courant de pacifistes. Vrai, juste la paix passe par des négociations, par la diplomatie. Mais cette diplomatie-là, à un certain moment, c'est fait aussi en fonction de vos capacités internes. Si les États-Unis négocient juste en position de puissance, quoi, de force, c'est parce que aux États-Unis, il y a des armes nucléaires, tout ça. Si aujourd'hui, la Russie ne cesse pratiquement d'osser son temps, c'est parce que la Russie a 100 ans 1, 100 ans 2. Hein? Donc, on ne peut pas aujourd'hui parler de la paix sans les armes. On ne peut pas en parler. Parce que le monde a connu la Première Guerre mondiale qui a pratiquement engendré la Société des Nations. Et la Deuxième Guerre mondiale qui a mis en place l'ONU. Hein? L'ONU. Et je crois bien, peut-être on aura une Troisième Guerre mondiale qui mettra en place une autre organisation internationale. Troisième Guerre mondiale. C'est une possibilité. Okay. C'est une possibilité. Parce qu'aujourd'hui, peut-être les gens ignorent que le Congo est le plus grand drame de l'histoire de l'humanité. Le plus grand holocauste, c'est juste la seule entité qui a perdu, étatique, hein, qui a perdu plus de 13 millions de ses habitants hein, dans moins de 3 décennies. C'est plus que la deuxième et la première guerre mondiale. Donc, c'est possible que, même à partir de ce qui se passe au Congo, hein, que le monde puisse connaître pour la Troisième Guerre mondiale. Je ne suis pas de cet avis-là. Je pense que la guerre de l'Est, c'est une guerre économique. C'est une guerre économique. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas parler de l'industrie sans le ressources dont dispose les Congo à l'est du pays. Hein? Pour conserver, produire de l'électricité pratiquement, de l'énergie verte, on a besoin de nos ressources, on a besoin pratiquement de nos minéraux. Hein? On a besoin de nos minéraux pour faire fonctionner pratiquement vos industries, pour avoir vos téléphones portables, juste tout ce dont l'industrie numérique a aujourd'hui besoin. Donc, moi, je pense que les Congo... Est-ce qu'on doit nécessairement passer par la guerre pour avoir ces matières premières-là? Est-ce que ces multinationales ne peuvent pas utiliser une autre méthode pour avoir ces minéraux-là? Vous savez, les mercantilistes, hein, vers 15e, 16e et 17e siècle, hein, disait déjà, si un État regorge des ressources stratégiques inouïes, énormes, cet État-là doit avoir une armée à la hauteur pratiquement de ses ambitions. Cet État-là hein, doit avoir un leadership efficace, fort. D'ailleurs, il parlait même d'un pouvoir autoritariste. Hein, déjà vers 16e siècle. Aujourd'hui, on est dans un contexte où les autres ont quitté leurs espaces à la quête de nos ressources pour faire fonctionner leur industrie. Ils viennent s'imposer pour exploiter illégalement et illicitement nos minéraux. Le Rwanda n'est utilisé que comme un sous-traitant. Hein, comme un sous-traitant. En réalité, ce sont juste des multinationales canadiennes, américaines, françaises qui sont derrière. Hein, qui sont derrière le Rwanda. Donc moi je pense, en tout cas moi je n'inscris pas la guerre. Je suis pour la guerre. En parlant pratiquement de la rhétorique de notre ministre des Affaires étrangères, vous savez, aujourd'hui, il y a un problème sérieux hein, dans le chef de ce régime. Parce que très souvent, nous pêchons vraiment dans nos discours. Il n'y a pas que lui, il y a aussi le ministre de la communication et presse, hein, qui a fait à plusieurs reprises vraiment de communication ratée. Non seulement Patrick Mouyaya, même le président, bon, le chef de l'État, pas président de la République quand même, le chef de l'État, lui aussi a eu à tenir des discours vraiment ratés à plusieurs reprises. Donc je dis, le narratif aujourd'hui, la rhétorique du gouvernement est trop faible. Lorsqu'on est ministre des Affaires étrangères, on gère pratiquement des questions stratégiques de l'État. Hein? Et l'on doit savoir quand faut-il parler. On ne peut pas passer à la télévision pendant que nous sommes en train de bombarder Rutshuru pour récupérer Bunagana, encore ce village-là,
Kiwanja, toi tu passes aux médias pour dire non, on a fait des commandes et ces entreprises-là ne savent pas nous servir parce qu'il y a embargo, tel monsieur nous a trompés. Non, comme État, vous savez, il y a lieu de contourner l'embargo. On peut contourner l'embargo par le biais de certains États amis ou voisins qui ne sont pas sous embargo. On peut utiliser les Congo-Brazzaville, on peut utiliser l'Angola, on peut utiliser des États dont nous estimons juste où on a pratiquement de bonnes relations. On a connu des États qui ont détourné, qui ont contourné l'embargo. Il y a possibilité de les contourner. Aujourd'hui, les M23 sous embargo. Mais les M23 est ravitaillé comment? C'est parce que les M23 collaborent avec c'est une entité terroriste du Rwanda qui est alimentée par le Rwanda. Idem aussi, entre les États, il n'y a que des intérêts. On peut utiliser un autre pays pour nous ravitailler. Mais jusqu'à la preuve du contraire, je pense que la rhétorique, je n'ai pas apprécié la rhétorique de notre ministre, parce que ce n'était pas vraiment les bons moments. Pendant qu'il parle, son discours, entendu par nos militaires, ils diront quoi? Donc au Bunda, donc on aura maintenant une rupture. Merci. C'est une manière de décourager nos militaires, de démobiliser. Donc en tout cas, à l'instant, le ministre devait vraiment se comporter à un homme politique, à un bon diplomate. Donc ne pas dévoiler le secret d'État. Ça c'est un secret. Merci. Ne pas le dévoiler. Monsieur Donc Manix. le gérer de manière responsable. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Manix, vos deux co-débatteurs sont un peu opposés sur la question de la façon dont il faut aborder cette question. Votre voisin à droite, lui, pense qu'il faut plutôt privilégier l'option militaire. Non, les deux options, la diplomatie et la guerre. Donc, et l'option militaire, les deux options. Les deux options. Mais le professeur Fidèle Louméa, il est plus dans les services d'intelligence. Il faut activer les services d'intelligence pour que les questions de guerre, d'agression puissent trouver un terrain un peu plus... Oui, parce que en tant que... Je vais vous donner la parole. Monsieur Manix Yenda, comment pouvez-vous réagir face à ces deux options qui semblent un peu opposées? Moi, je pense que je serai en intermédiaire entre les deux professeurs, surtout que moi, je ne suis pas professeur, pour essayer de proposer aussi une recette pour éradiquer ces fléaux qui continuent d'infester, de déranger la quiétude de la partie est de notre pays. J'ai entendu le professeur, qui du reste est pacifique, et d'ailleurs le professeur à ma droite l'a dit, qui veut la paix prépare la guerre. Et même après la guerre, il y a des accords de paix qui se font parce que à un certain moment, si on ne fait pas la paix, on peut faire la guerre. Et surtout que la guerre, il ne faudrait pas le voir dans un sens péjoratif. La guerre aujourd'hui est une réalité, je dirais, légalisée, parce qu'il y a même un droit, le droit international dit la guerre, et même dans notre constitution, la guerre est prévue. On donne effectivement au président de la République la latitude de décréter la guerre après avoir réuni le Parlement en congrès. Et donc la guerre est une réalité constitutionnelle. Et de l'autre côté, c'est vrai, vous pouvez cumuler les deux stratégies, stratégie diplomatique et stratégie militaire, mais attention, entre les États, si on ne négocie pas, on fait la guerre. Si on ne fait pas la guerre, on fait la paix, on négocie. Et donc aujourd'hui, le Rwanda nous agresse, oui, nous l'avons consommé, oui, nous avons déjà subi les conséquences de cette agression, mais qu'est-ce qu'on peut faire après? Encore que le président de la République, du haut de la tribune des Nations Unies, il a peint un tableau en termes de bilan diplomatique. Lui-même, il a reconnu le fait que sa méthode diplomatique n'a pas abouti à des résultats escomptés. Mais finalement, après cet échec diplomatique, nous allons faire quoi? Eh bien, c'est une occasion de faire la guerre. Encore que, parce que nous sommes membres de l'ONU, mais dans la charte qui organise l'ONU, la charte qui organise les Nations Unies, il y a un principe, peut-être que le chef de l'État n'a pas évoqué du haut de la tribune des Nations Unies, le principe de la licéité de la légitime défense, qui généralement s'accompagne avec un autre principe corollaire qu'on appelle le principe des proportionnalités. C'est-à-dire, chaque État qui fait l'objet d'une agression, soit
d'un groupe rebelle ou encore d'une armée conventionnelle, il a le droit légitime de répliquer, de réagir. Et quand on parle du principe de proportionnalité, c'est-à-dire si vous avez été agressé par les armes, et donc vous devez réagir par les armes. Et cela est cristallisé dans la Charte des Nations Unies. C'est un problème parce que nous avons d'une certaine manière un problème d'acquisition d'armes qui vont correspondre à notre taille. Non, mais le professeur vient de le dire tout à l'heure. C'est une question de stratégie diplomatique. Vous seulement. Parce que ça n'a pas marché avec l'ONU, parce que les relations semblent être froides avec les États-Unis, avec la France et tout le reste de partenaires de la RDC. Et du coup, le gouvernement congolais commence à faire les chansons de « voilà, nous allons partir vers la Russie ». Vous avez dévoilé votre stratégie. Quand vous dites tout le temps « allons vers la Russie » dans le sens de pouvoir injecter ces populismes politiques sur la tête de Congolais, mais attention, les grandes puissances, en nous écoutant, avec l'intention d'aller vers la Russie, ils peuvent nous bloquer. C'est-à-dire, par moment, lorsqu'on veut résoudre les grandes questions, on n'a pas intérêt à faire le bruit. Travailler dans les ramifications souterraines avec des stratégies militaires et diplomatiques, et le résultat, on le verra. On pouvait même avoir déjà les armes sans que l'ONU ne soit au courant. On pouvait avoir des armes. On pouvait avoir des munitions sans que l'ONU ne soit au courant, mais à condition que nous utilisions de stratégies. Comme l'a dit... Comme l'a dit, on peut faire recours à un État voisin, au Brazzaville, qui n'a pas été soumis dans un régime d'un embargo, ou qui n'a pas été soumis dans un régime de notification préalable d'achat d'armes. Et par Brazzaville, nous pouvons avoir des armes. Par Angola, nous pouvons avoir des armes. Mais pourquoi on n'arrive pas à utiliser ces moyens-là? Notre ça, c'est un problème. Est très faible. Non, mais la diplomatie congolaise, elle est très faible. C'est une diplomatie des mea culpa, une diplomatie des plaintes, une diplomatie des mains tendues. C'est-à-dire, dans le régime de Félix Tshisekedi, ils pensent que la solution viendra à tout prix de l'Occident, de l'extérieur, de la communauté internationale. Là, M. Tshisekedi se trompe. Et donc, aujourd'hui, nous sommes devant une responsabilité d'élever des grandes options. En ce qui concerne le partenaire diplomatique, en ce qui concerne les options militaires à lever, et en ce qui concerne les options par rapport à la sécurité de l'intégrité territoriale de notre pays. Le balai diplomatique qu'on a observé le week-end, on a vu le président bissau-guinéen, le président angolais venir ici, échanger avec le président Tshisekedi. Est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose de bon de ces négociations? Vous l'avez bien dit, est-ce qu'on peut attendre à quelque chose de bon? Mais est-ce qu'on peut espérer quelque chose de bon d'un régime aussi faible comme celui-ci? Ça, c'est une question. Vous avez décrié le fait que la diplomatie du président Tshisekedi, elle est faible. Est-ce qu'on peut s'attendre à une diplomatie faible, le résultat escompté? Je dis non. Donc, à la limite, c'est vrai, on ne peut pas rester trop dubitatif par rapport aux efforts engagés par le gouvernement congolais, mais on peut aussi les encourager avec des critiques actives pour qu'ils essayent de voir les vraies réalités en face. Mais on parle de l'ONU. Mais ici, dans la MONUSCO, nous avions eu des rapports des experts de l'ONU qui ont dit clair et net que c'est le Rwanda qui est l'instigateur du groupe M23. Mais pourquoi au niveau du grand débat dans le concert des Nations aux Nations Unies là-bas, pourquoi on ne le reconnaît pas? Pourquoi Antonio Guterres pouvait tenir les discours qu'il avait tenus? Pourquoi l'Union africaine n'arrive même pas à reconnaître que la RDC est agressée par le Rwanda? Non mais ça devient un jeu de complaisance et donc il faudrait que M. Tshisekedi assume. Mais moi j'ai peur de notre président. C'est en cela que je voudrais lancer un message. Plus particulièrement au président de l'ECD, Martin Fayulu, président légitime, à qui nous avons beaucoup de respect. Nous sommes dans une phase très compliquée. Nous devons éviter un certain nombre de discours. Dans une période de guerre, il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses qu'on ne publie pas. Parce que dire que Tshisekedi est un agent de Kagame, ça, c'est porter une très grande confusion dans la tête de Congolais. Finalement, on dira, est-ce M. Fayulu est en train de faire la diversion pour qu'il soit lui-même agent du Rwanda, de Kagame, pour essayer de perturber l'ordre. Parce que, attention, si j'essaye d'insister sur ça, c'est très important, quelques secondes, c'est parce que nous avions déjà perdu Patrice Emery Lumumba pour cette question-là. La question de la balkanisation de la RDC, nous l'avons perdu. Notre héros national. Nous avons perdu Mzee Laurent Désiré Kabila pour cette question-là.
Et donc aujourd'hui, nous devons faire un effort pour ne pas perdre notre président de la République. Moi, je ne suis pas d'accord avec la manière de faire de M. Tshisekedi. Je suis opposant, je m'oppose à son modèle de gouvernance, mais pour cette question de sécurité, je pense que nous devons regarder les choses dans une même direction. C'est lui, vous avez entendu même le discours de Jeannette Kabila, que j'ai salué. Elle a été ferme et rigoureuse à l'égard du Rwanda. Et donc que M. Martin Fayulu nous évite ce genre de discours que je considère comme une drogue populaire qui risque de désorienter notre population vers le chemin de la paix. Juste 30 secondes rapidement, on va donner la parole. Oui. En fait, au-delà de ce que Manex vient pratiquement de relever ici, hier, en tout cas c'est avec consternation que j'ai suivi le président Eli, Martin Fayulu, qui dit aux policiers, Bino, Nini c'est quoi Kwamuntu. Non. Vous savez, à un certain moment, je dis, la rhétorique, c'est un art stratégique pour un homme d'État, pour un homme politique. Un certain niveau de responsabilité et on ne tient pas des discours vraiment oisifs. Hein? Vraiment, là, je n'avais pas aimé. Même, j'essaie un peu de relayer sa pensée tout en critiquant, en disant non, on ne peut pas dire ça aux policiers, à nos militaires. Non, non. Même les commandants suprêmes est géré, dans l'armée est gérée, c'est un corps. Et nous devons avoir vraiment du respect à ces corps-là. Parce que ce sont des gens qui ont accepté de porter, hein, de porter cette tenue-là, hein, qui acceptent de mourir pour nous, pendant que nous sommes dans nos maisons, là, on est en train de tourner cette émission, il y a des gens derrière là qui circulent pour veiller à notre sécurité. Donc, c'est pas vraiment, c'est irrespectueux, ces propos-là. D'accord. Merci beaucoup. Plus de 20 ans, la RDC, c'est aujourd'hui, comme l'a dit monsieur le professeur Elieni, c'est vraiment une situation où il y a eu beaucoup de morts dans l'histoire de l'humanité, plus de 10 millions de morts, c'est ce que vous avez dit, plus de 10 millions de morts. La question est une question qui fait vraiment jaser, il y a des présidents qui sont passés, la question demeure. Maintenant là, les intelligences se poseront les questions, sur les solutions définitives de cette question de guerre de l'Est du pays, les solutions définitives. Ouais, une fois encore, nous rentrons. Laisse-moi d'abord il n'y a pas de problème, mentionner quelque chose rapidement sur à qui profite le régime d'autorisation. Il y a à faire la différence entre le principe dont on a souligné ici, des États dont l'ONU surveille, et puis il y a des questions administratives. Les questions d'autorisation, c'est le papier, c'est l'administration. Mais est-ce que il y a un principe, le frère a souligné les articles ici de l'ONU. Est-ce que l'ONU a dit qu'en principe, c'est là où je parlais de l'embargo. C'est l'embargo. Parce que ça, c'est dans les institutions. On fait un embargo pour les institutions. Donc, ici, la question de à qui permet, la première, c'est de savoir est-ce que nous sommes butés à la question d'autorisation qui demande le papier et l'administrateur vous dit, monsieur, c'est entré dans la signature, vous devez être patient. Tu vois, ça c'est une chose. Et il y a un embargo. C'est là où, si les ministres doivent rentrer, c'est d'éclairer à la population, est-ce que c'est une question administrative dont les documents doivent aller à une certaine administration, monsieur X doit venir signer après 3 jours de demande, ou comment ça... Sinon, ça devient un mensonge à la population de dire, écoutez, nous vous saupoudrons pour expliquer ce qui ne va pas, une gestion de la guerre de l'Est, en disant, écoutez, excusez-nous, nous sommes sous embargo, ou bien il y a une autorisation sur les armes. Il a dit, le monde des marchands est frileux, personne ne veut avoir des problèmes avec les Nations Unies. Oui, mais tout ça, ça signifie quoi? Parce que, qu'est-ce que nous revendiquons? Le monde des marchands d'armes a toujours existé. Quand vous vous rappelez, c'est depuis longtemps que les marchands sont là. C'est le monde de marché libre. Il y a les fabricants. Quand vous fabriquez, vous devez vendre. Il y a une façon d'aller contre un produit qui est désaffectueux ou bien que vous n'achetez pas. Donc, ça, c'est encore une fois des questions techniques. Tu vois, les marchands seront toujours là. Mais ici, je crois que l'élément nouveau que j'apporte, c'est de savoir
Est-ce que l'autorisation est un document, est un processus administratif que nous devons attendre? C'est ce que nous devons comprendre. Parce que le mot sent de l'administration. Alors ça prendra du temps. Comment? Dans l'entretemps, où sont les armes qu'on a stockées pour continuer à ravitailler? Est-ce que finalement, n'y a-t-il pas moyen que déjà nous, au niveau interne, nous puissions travailler sur l'industrie de fabrication d'armes, déjà, comme solution par rapport à ça? C'est ça, Dan, c'est là où moi j'ai parlé de la... Ce qui se passe aujourd'hui est une mégestion de l'État dans les grandes priorités. Un pays, comme l'a dit le professeur Eddy, un pays avec l'or, avec tout ce que le monde attend de nous, et ça c'est l'armée que nous devons avoir? Non, on devait... Aujourd'hui, l'Angola a du pétrole. L'Angola fournit du pétrole, 6e producteur qui fournit du pétrole aux États-Unis. Regarde, elle a compris sa mission et sa richesse. Elle a développé une capacité militaire que personne ne peut penser, qui que vous soyez, penser en tant qu'Africain de dire je crée une milice qui va attaquer l'Angola. Vous devez passer 3 fois. Parce qu'on vous écrase et puis on vous suit même de là où vous venez. C'est une puissance après l'Afrique du Sud. Angola. Oui. Elle est grande et elle a une capacité destructive qui peut... Mais d'où vient la force de l'Angola et même de l'Afrique du Sud? Une fois encore, c'est l'argent. Combien d'argent nous mettons là où se trouve notre bouche? Tu vois? Il y a un ministre qui a quitté, ça fait de l'administration passée, dans un poste clé, vous savez. Son budget était 2 millions. Le ministre dit, les jours où on lui a posé la question à une des radios, sur tous ces montants ici, il n'y a pas d'exploit, il n'y a pas de résultats sur terrain. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mon frère, monsieur le journaliste, je quitte mon ministère avec un budget sur papier de 2 millions, mais je n'ai même pas touché 200 000 $ de dotation. De dotation pour les opérations de... Ça, c'est pour la sécurité. Non. La défense. Pour son travail. Donc, nous avons ici des ministères qui ne peuvent même pas acheter des papiers ou des bics parce qu'ils ont des budgets sur papier, mais en réalité, rien ne filtre. Vous avez parlé des caisses de péréquation. Alors, l'armée, nous avons été... Oui, c'est ça le problème de ma gestion dont moi j'ai dit. Nous discutons ici des gouttes d'eau qui déversent. Moi, je voudrais aller dans le profondeur. Oui. Regarde, je suis représentant pays basé à Bukavu, avant l'AFDEL. Les militaires arrivent pour protéger la ville parce que Ouvira est tombé. 3000. J'ai les chiffres, j'ai vu, j'étais. Ils sont partis à l'aéroport de Kavumu. Je cause avec les gens que je connaissais et avec les commandants militaires. Ils me disent, on nous a dit d'aller recevoir les munitions à Bukavu. On le fait venir de Mbanzangungu, de Bas-Congo, on le fait survoler jusqu'à Bukavu et vous prenez tout l'armement là-bas. Surtout les cartouches, cartouches militaires. Jusqu'à ce que l'AFDEL est venu prendre Bukavu, on n'a jamais distribué à un seul militaire une cartouche. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de... Non, il n'y en avait pas. C'est tout, tu comprends. Vous achetez. Quelqu'un doit débourser ça. Actuellement, mes amis qui sont de l'autre côté disent, écoutez, c'est encore la même chose. Donc ces autorisations, même si on leur donnait... Merci. Mais à quel budget? Il faut voir le budget militaire. C'est combien pour beaucoup. Merci beaucoup, professeur Fidèle Ouméa. Monsieur Malik Sienda, une solution définitive? Je vous ai dit, un État fort, c'est un État programmateur. Il faut que nous ayons la capacité, souvent, de programmer, de faire la planification de nos besoins internes. Oui, nous avons une armée, mais est-ce cette armée est capable d'assurer la couverture nationale au regard de notre superficie? Ça, c'est une question. Tout à l'heure, vous avez même proposé l'idée de produire les armes, de créer des industries militaires en interne. Mais c'est ça un État producteur. C'est-à-dire que nous devons avoir la capacité de produire.
nous devons aussi être à même effectivement de relancer notre économie. Parce que vous ne pouvez pas avoir une armée forte si votre économie est encore en berne. Et donc, il faudrait que l'État soit dans ses différents statuts, État programmateur, État producteur, mais aussi État protecteur. Oui, nous pouvons parler de l'armée, mais qu'est-ce qui a été réservé en termes de budget? Le professeur l'a dit. Et même le budget qu'on nous a toujours chanté dans le programme des Samaloukonde est prévu pour 600 millions de dollars pour l'armée congolaise. Mais l'argent qui a été affecté à peine, c'était 187 millions de dollars pour l'armée. Comment vous pouvez imaginer? Vous avez l'effectif de notre armée? Notre armée a un effectif de plus de 150 000 militaires. Au niveau de l'Afrique, l'armée congolaise, du point de vue critères effectifs militaires, nous occupons la 5e place après l'Érythrée, après le Soudan du Sud, après le Maroc, après l'Égypte. Alors que le Rwanda à peine n'a que 33 000 militaires. Comment nous devons équiper notre armée au regard de cette panoplie en termes d'effectifs? Et encore qu'il faudrait mettre les militaires dans des conditions qu'il faut. Et même leur famille. Exactement. Un militaire, un soldat ne peut pas aller au front alors qu'on l'appelle pour lui dire que votre enfant a été chassé de l'école à cause de frais scolaires. Un militaire ne peut pas combattre pour le pays alors qu'on lui dit que votre femme a été bloquée à l'hôpital, à la maternité, pour n'avoir pas l'argent pour payer à l'hôpital. Mettez nos soldats dans de bonnes conditions. Ce sont ceux-là qui ont juré que Toko Kufa, Pona et Kolo. Merci beaucoup, Monsieur Manix Yenda. On termine avec vous rapidement dans 1 minute, professeur. Les solutions définitives. En fait, les conflits génitaires du nouvel ordre. Donc, c'est bien de faire la guerre pour essayer un peu de créer une nouvelle réconfiguration géostratégique et géopolitique dans l'Afrique de Grand Lac. Okay. Nous demandons au gouvernement un lieu place de réveil. Nous avons plaidé pour pour que le Parlement puisse voter la loi rectificative des finances, afin de doter notre armée des moyens. Oui. Mais on n'a pas, comme on a pratiquement juste des autorités vraiment qui plongent, qui sont plus dans l'amateurisme, et ils n'ont pas pu pratiquement nous suivre. Mais aujourd'hui, vous demandez à l'armée d'attendre la loi budgétaire 2023, pendant que il est temps d'augmenter la quantité budgétaire de notre armée par le biais d'une loi rectificative. On ne l'a pas fait. Augmentons le moyen pour l'armée, enfin juste d'augmenter les effectifs, de redynamiser encore cette industrie. Okay. Moi je dirais, il ne faut pas rêver, juste penser à la création d'une industrie d'armement ici. Parce que le gouvernement que nous avons aujourd'hui n'a pas encore ces capacités-là. Il ne faut pas vraiment y penser. Mais nous demandons à notre gouvernement de pouvoir mettre en place des mécanismes stratégiques nécessaires pour contourner tous ces mécanismes. Merci beaucoup, professeur. Doter pratiquement notre armée de matériel adéquat, afin de faire face pratiquement à cet ennemi qui est le M23 et le Rwanda. Merci, professeur Fidel Ouméa. Merci, professeur Edieni. Merci beaucoup, monsieur Manix Yenda. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci pour la qualité de ce débat qui n'a pas été vraiment tendancieux, un débat d'idées, un débat scientifique. C'est ce que nous attendons pour le Congo. Le Congo de demain se développera par les idées et non par les confrontations inutiles. Voilà, nous vous disons au revoir. On se retrouve demain pour d'autres sujets d'actualité. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com.
sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba, et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites.